Alors comme ça, vous créez des vidéos sur le cinéma, c'est ça? On essaie. Ouh, la démonétisation, ouh, agrou. Il faudra vous habituer à Adrien Philippe. Il souffre d'un sérieux trouble dissociatif de l'identité, ce qui est ironique pour un simple boulanger. Tourrier en réalité. Je m'occupe principalement de tout ce qui est lié à la viennoiserie, même si au fond les gens ne font pas vraiment la différence. C'est comme Chocgène, c'est le nom de ma chaîne et pourtant tout le monde m'appelle avec cet homonyme. Regardez là par exemple. Chocgène est parmi nous, Chocgène est là. Tout le monde s'en fout. Quelle ânerie. En tout cas, une chose est sûre, Adrien Philippe, vous êtes prêt à vous mettre en 4 pour faire quelque chose de concret dans cette intro. D'ailleurs, sur le film avec les dinos, on va toujours avoir du fond vert ou est-ce que vous allez vous familiariser avec le concept de la normalisation? Sur YouTube, on vous offre de la créativité. Moi, j'y ajoute de l'extravagance. On arrive. Le générique. Avant de nous plonger dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, revenons un instant au point où tout a commencé avec son œuvre littéraire, Jurassic Park, le roman de Michael Crichton. L'auteur conçoit la première ébauche de son futur roman en 1983, sous la forme d'un scénario de film dans lequel une technologie génétique permet de recréer un ptérosaure. Faute d'être satisfait de son histoire, il la retravaille pendant plusieurs années pour la rendre plus crédible. Il a alors l'idée de faire se dérouler l'histoire dans un parc d'attractions et écrit une première version dans un roman dans laquelle l'évasion des dinosaures est relatée du point de vue d'un jeune garçon. Mais ses relecteurs habituels détestent tous les résultats, et il en est de même des versions suivantes, malgré les corrections qu'il y apporte. Il finit par comprendre que l'histoire fonctionnerait mieux racontée du point de vue d'adulte, et la réécrit en ce sens avec succès. Mais Michael Crichton n'est pas simplement qu'un écrivain, il est aussi scénariste et producteur de films. Il travaillait en 1989 sur la conception d'une nouvelle série télémédicale appelée ER aux États-Unis, plus communément appelée Urgence en France. Il discutait souvent avec son entourage de ce projet, notamment avec un célèbre réalisateur, Steven Spielberg. Spielberg était conquis par l'histoire et était intéressé d'adapter ce livre avant même la publication programmée pour novembre 1990. Et après de nombreuses négociations, Universal acquiert les droits s'élevant à 1,5 million de dollars, plus 500 000 $ pour que Crichton adapte le scénario. C'est le deuxième livre qu'Universal Pictures acquiert les droits pour Steven Spielberg. Effectivement, en 1982, le cinéaste les avait aussi convaincus d'acheter les droits de La Liste de Schindler, le roman de Thomas Kennedy. En mai 1990, au moment où Spielberg a fini de réaliser Hook, il décide de s'attaquer à La Liste de Schindler après que plusieurs cinéastes comme Martin Scorsese ou Roman Polanski avaient refusé, pensant que seul le réalisateur des Dents de la Mer serait capable de réaliser ce film basé sur ce fait historique, Spielberg étant lui-même de religion judaïque. C'est alors que Sid Sheinberg, le président d'Universal Pictures, lui donne son feu vert qu'à une condition, que Spielberg tourne d'abord Jurassic Park. Je vous passe les détails, 91% sur Rotten Tomatoes, une bande originale mémorable composée par John Williams, une révolution technologique au niveau de Terminator 2, 3 Oscars en poche, 914 millions de dollars au box-office, film le plus rentable de 1993 et de tous les temps battant E.T. l'extraterrestre, lui-même réalisé par Spielberg, jusqu'en 2009. Et c'est ainsi que notre bon vieux Steven, les bourses pleines de 250 millions de dollars, partit sur la réalisation de La Liste de Schindler, pendant que de son côté, Michael Crichton se met sur la création de son deuxième bouquin après le succès colossal du premier. Rebelote, on lui rachète les droits et Spielberg tient à superviser lui-même le projet, bien que Joe Johnston se proposait à le réaliser. Le film s'appelle donc Le Monde Perdu, en hommage au titre du roman d'Arthur Conan Doyle, avec David Cobb qui se chargera du scénario, là où il était en binôme avec Crichton dans le premier film. On reprend pratiquement la même équipe et on recommence. Le film sort donc en 1997 avec un budget de 73 millions de dollars, soit 10 millions de plus que le premier film, et là, coup de théâtre. Le public n'est pas au rendez-vous. 52% de notes positives sur Rotten Tomatoes et 618 millions de dollars de recettes au box-office, soit pratiquement 2 fois moins que le premier. Est-ce que la folie des T-Rex et des Vélociraptors serait déjà en voie d'extinction? Notre ville commence au large d'une île appelée Isla Sorna et non pas Isla Nublar comme dans le premier film. Vous voulez dire qu'il y a 2 îles avec des dinosaures? Oui, vous en faites pas, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans le film. Et nous faisons la connaissance d'un couple de vacanciers milliardaires qui se préparent à déjeuner sur la plage avec leur petite fille. Maman, ne sois pas si ennuyeuse. Oh mais quelle sale gosse, comment elle parle à sa mère, et des fois j'ai envie de leur foutre une grosse claque dans la gueule.
Et la demoiselle se balade sur la plage avec son sandwich et tombe sur un petit dinosaure tout choupi, tout mignon et lui donne un petit bout de ce sandwich. Malheureusement, la gamine se fait très vite encercler par une vingtaine de bestioles et les cris de cette dernière alertent ses parents pour la secourir. Les cris de la petite fille alertent ses parents courant ainsi à son secours, mais arrivant trop tard face au massacre. Le karma, t'avais qu'à écouter ta mère et à pas t'éloigner de la plage, petite gourde. Non, blague à part, pour info, cette scène est un événement du début de Jurassic Park 1, le roman. Au début du livre, un bébé meurt des suites d'une attaque de Proconsognathus qui précède la révélation du parc et des dangers des dinosaures recréés par InGen. Cette scène a été volontairement supprimée par Spielberg car jugée trop violente pour le jeune public dans le premier film, et a été remplacée par l'attaque du raptor sur l'employé d'InGen. Et bah là on va dire qu'il s'est rattrapé sur ce film-là. Bon, spoiler, on apprend plus tard dans le film qu'elle a juste été blessée et s'est fait attaquer hors champ pour éviter de choquer les plus impressionnables. Film de public. Transition, on retrouve Ian Malcolm dans une station de métro. Il est devenu une célébrité, enfin, dans le mauvais sens du terme. Il est dévisagé et moqué par le public. Alors, j'en profite pour éclaircir une certaine idée reçue. Beaucoup de gens auraient préféré revoir Stan Hill dans le rôle d'Alan Grant dans ce deuxième opus, mais est finalement remplacé par Jeff Goldblum car il n'aurait pas été intéressé par le projet. Ce n'est pas du tout le cas. Si Jeff Goldblum est dans cette suite, c'est parce que le professeur Malcolm est dans le deuxième roman justement. Ce dernier est contacté par un paléontologue pour découvrir le monde perdu après que des cadavres d'animaux reptiliens se soient échoués au large des côtes du Costa Rica, sans se douter que le mathématicien est un rescapé des récents événements sur la première île. J'en profite aussi pour vous signaler les différences entre le film et le roman. Dans le roman, Isla Nublar a été bombardée par l'armée costaricaine, alors que dans le film, ce n'est pas le cas. Mais pourtant, ils ont quand même gardé l'idée du site B. Et John Hammond est mort dans le roman, mais là, il est encore vivant. C'est d'ailleurs le milliardaire qui a convoqué le mathématicien. Il retrouve le temps d'un caméo d'Alex et Tim, les enfants du premier film, mais fait aussi la connaissance de Peter Ludlow. Le méchant. Ah, calme-toi Fred, laisse-moi ajouter un peu de contexte. C'est le neveu de John Hammond qui a réussi à démettre son oncle de la présidence d'InGen pour en prendre le contrôle. Le plan de la scène est aussi très bien réalisé pour nous le présenter, regardez. On nous le présente au premier plan avec les rescapés à l'arrière. Et avec son dialogue, on comprend maintenant qu'il a la main mise sur InGen et qu'il a étouffé l'affaire et que seul Malcolm se confronte à lui, les autres disparaissant dans le cadre. En termes de cadre, on a quand même le talent de Spielberg à la caméra. On comprend donc que c'est lui qui a fait passer Malcolm pour un dingue aux yeux du public pour protéger la société. Et après cette altercation, on va pouvoir passer enfin à l'une de mes scènes préférées de ce film. On y découvre un John Hammond malade, mais toujours aussi exalté et surtout qui traite Malcolm avec respect et admiration, car il s'est rendu compte de son erreur sur le premier parc. Il révèle aux scientifiques l'existence d'un site B, Isla Sorna, où les animaux étaient créés et élevés avant d'être expédiés sur Isla Nublar, l'île du parc. Donc ça, c'est en référence au livre, car Isla Nublar est bombardée, alors que dans le film, on sait pas. Cependant, un ouragan a balayé toutes les installations humaines, obligeant la société à tout abandonner et à libérer les animaux pour qu'ils puissent vieillir à leur guise. Appelez ça signe de Dieu. Les dinosaures auraient dû mourir à cause d'une déficience en lysine, ça c'est mentionné dans le premier film, mais ont réussi à survivre et que depuis 4 ans, Hammond a réussi à protéger l'île des interférences humaines. Cependant, Hammond n'a plus le contrôle d'InGen depuis l'accident de la petite fille, et c'est donc Ludlow, son nouveau PDG, qui veut renflouer la compagnie en exploitant le site B. John, voulant préserver cet écosystème, veut que Malcolm prenne la tête d'une équipe afin de constituer un dossier photo destiné à rallier l'adhésion du grand public pour la protection de cette île. John. Non. Bien sûr que non. Bon bah là c'est mort, Malcolm n'ira jamais sur cette île, il est traumatisé par les événements du premier film. Sauf si y a un petit événement qui pourrait nous faire changer d'avis. Qui est le paléontologiste à propos? Non, C'est elle. Pas dit. Je veux que vous le sachiez, c'est elle qui m'a contacté. Mais ne l'avez pas contacté, Sarah? Et oui, Yann a une petite amie, Sarah Harding, qui est une grande paléontologue, et en plus, tu peux pas l'empêcher d'y aller parce qu'elle est déjà là-bas. Yann part aussitôt à son secours avec les autres scientifiques, Eddie Carr, un expert en matériel d'expédition, et Nick Van Doen, un vidéo-documentaliste. Alors que notre héros aide à préparer le matériel pour partir le plus vite possible, sa fille Kelly la rejoint voulant passer du temps avec son père dans sa prochaine aventure sans être au courant des dangers apparents. Et de toute façon, même si elle savait où il irait, ils se rendent même pas compte du danger. Ils sont tous exaltés à l'idée d'y aller sauf lui, à partir dans cet archipel appelé la Cinco Vertes, pour ceux qui savent pas parler espagnol. Les 5 morts.
Même les îles savent qu'ils ont un nom qui pue l'inquiétude. Mais rassurez-vous, Eddie n'est pas venu les mains vides. Il a en sa possession un fusil équipé de fléchettes composées d'une neurotoxine la plus puissante au monde, qui agit plus vite que la conduction nerveuse, qui peut abattre sa cible avant même que cette dernière n'ait senti quoi que ce soit. Un vrai fusil de Tchekhov. Et nos trois héros débarquent sur l'île et utilisent un super gadget du futur pour localiser Sarah depuis son téléphone satellite, mais malheureusement, ils ne trouvent que le sac de cette dernière. Et à la place, ils tombent sur un troupeau de stégosaures qui regardent admirablement. C'est magnifique. Oh oui, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a des souffles qui peuvent, et puis il y a des hurlements. Ils retrouvent par la même occasion Sarah, qui a bien commencé ses recherches en découvrant que les herbivores mangent beaucoup d'aganes de soja riches en lysine, et les carnivores n'ont plus qu'à bouffer les herbivores pour pouvoir survivre. Bon, au moins, ça nous apporte les informations, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je m'en fous. Le groupe étant de nouveau réuni, ils décident de revenir à leur campement où ils font la découverte de Kelly qui leur a fait une surprise en préparant le dîner. Ah, c'est quand même sympa de la part de sa fille qui est venue en passager clandestin. Papa, tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché, je suis furieux. Malcolm essaye en vain de faire entendre raison son équipe pour partir le plus vite possible et essaye la radio du van pour contacter les secours. Le groupe ont la surprise de voir une douzaine d'hélicoptères survoler l'île. Ils sont d'autant plus étonnés car Eddie voit écrit InGen sur le côté des hélicos. Oui, je dis merci à Eddie parce que là, si on comptait sur Malcolm, on n'était pas sorti de l'auberge. Oui, parce que déjà qu'il a du mal à utiliser un téléphone, mais alors là, c'est le pompon. Regardez, il attrape les jumelles d'Eddie et il regarde à l'envers. Ça marchera beaucoup moins bien. C'est Peter Le Glaude qui a engagé une seconde expédition composée d'une trentaine de chasseurs et à leur tête, Laurent Tembo, l'un de mes persos préférés de ce film. Leur but est de capturer toutes les espèces de dinos possibles et de les expatrier sur un nouveau parc sur le continent près de San Diego. Donc, après le parc qui a merdé sur l'île, Peter Ludlow veut faire un parc sur le continent. C'est vraiment un gros tas de merde. À la tombée de la nuit, les chasseurs ont établi un campement pour garder les animaux attrapés le temps de leur extraction. Ludlow commence à faire un speech à ses actionnaires par satellite et Roland est parti chercher son dû. En effet, le chasseur a demandé en échange de ses services le droit de chasser un tyrannosaure mâle qu'il considère comme le plus grand prédateur jamais existé. Voilà un mec badass, incorruptible. Il n'est pas motivé par l'argent, lui. Il est motivé par... le meurtre. Il part donc avec le professeur Shen à la recherche des T-Rex et tombe sur leur nid. Si, je vous jure, il s'appelle le professeur Shen, le gars qui est avec lui. Dans ce nid se trouve un petit bébé et il le blesse à la patoune pour l'immobiliser afin qu'il appelle ses parents à l'aide pour qu'il tombe dans un piège tendu par le chasseur. C'est à ce moment que Nick dévoile sa véritable identité. Je suis Batman. Mais non! Ça! Nick est en fait un écologiste qui... Non, pas de cliché s'il vous plaît. Il a été recruté par Hammond pour saboter le deuxième groupe au cas où s'ils n'avaient pas fini leur recherche avant leur arrivée. C'est ainsi qu'avec Sarah, ils vont aller ouvrir les cages pour libérer les dinos et foutre le bordel dans le camp. Mission accomplie, avec le matériel en plus complètement détruit, les chasseurs vont être obligés de repartir bredouille, au moins Nick aura bien fait son travail. Nick en profite pour emmener le bébé T-Rex pour aller le soigner dans leur caravane. Alors là par contre, ça c'est une bonne idée de merde. Ça sent les problèmes, Eddie. Sarah et Nick arrivent donc à la caravane avec le bébé T-Rex pour essayer de le soigner, sous l'œil effaré de Malcolm et de sa fille. D'autres animaux vont entendre ça. Répondez, s'il vous plaît. Papa, je veux sortir de là, s'il te plaît. Je veux sortir de là, je veux aller ailleurs à la rue. Non, je veux aller vite ailleurs, je t'en prie. Putain, même la gosse, elle est consciente du danger que tu viens d'apporter pendant que t'es en train de jouer les Dr. Queen. Malcolm emmène sa fille auprès d'Eddie qui a installé son cache en l'air afin d'être en sécurité du pire qui va arriver maintenant. Maman et papa sont très en colère. Yann tente en vain de joindre Nick et Sarah trop occupés à soigner Rexy et il saute alors du cache en l'air par la corde pour aller les alerter. Personnellement, j'aurais serré un petit peu plus fort. On va passer maintenant à une des scènes les plus emblématiques du film qui a d'ailleurs été tirée du roman mais qui est pourtant assez bancale. Regardez donc. Yann arrive dans la caravane et est suivi par maman et papa T-Rex. Ils viennent chercher leur enfant. Ils ouvrent la porte, prennent le petit et ils se cassent. C'est même confirmé par Eddie par téléphone. Oui, Eddie. Oui. Ils repartent dans la jungle. Et là, d'un coup, les T-Rex, ils sont en train de se dire... Eh, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? On devrait pas péter leur caravane pour montrer à qui ils ont affaire? Ah ouais, c'est pas con, j'ai pas pensé à ça. Bah ouais. Bon bah, let's go, c'est parti. Partie 2, papa et maman T-Rex reviennent pour pousser la caravane dans le ravin. Voilà, donc là, on a un moment de tension, mais pourquoi avoir laissé un temps d'arrêt? Ça n'a aucun sens. Vous voyez, le tyrannosaure n'obéit à aucun schéma de contenu, aucun horaire de parc d'attraction. C'est l'essence du chaos.
Partie 3, les T-Rex repartent. Eddie arrive avec son 4x4 pour sauver nos héros et la caravane pour pouvoir contacter les secours par la radio. La scène est rythmée par une musique à la fois épique et dramatique. Augmente ta vitesse ascensionnelle. Donc on voit que Eddie va se démener pour sauver la caravane et ses amis, la scène est mémorable, et là... Eh, d'Ivoire! Quoi encore? T'as pas l'impression qu'on a oublié quelque chose, là? La famille Gaz? Non, mais par contre, j'ai la dalle! Ah, pas faux. Allez, viens, on va graille. Partie 4, le couple T-Rex revient une 3e fois pour attaquer Eddie. Mais pas de panique, Eddie a son super fusil pour se défendre. Non mais t'es sérieux, mon fusil de Chekhov, tu me l'as vendu comme si c'était le Graal au début du film! Et le couple Rexy se partage Eddie pour le 4 heures. Have a break? Have a Kit Kat? La caravane tombe et nos héros sont sauvés par le groupe de chasseurs. Les rescapés font le point sur la situation. Ils vont devoir mettre leurs différents côtés et s'unir face aux dangers majeurs permanents qui représentent la faune locale, afin d'appeler des secours grâce à l'ancien centre de communication, qui se trouve au centre de l'île. Zone qu'ils ne devaient pas approcher à la base, car d'après des images infrarouges qu'ils avaient prises avant de débarquer dans les lieux, les vélociraptors en sont en grand nombre dans cette partie. Sarah met aussi en garde le groupe que les T-Rex vont continuer à les traquer, se sentant maintenant menacés par rapport à leurs petits. Roland décide de prendre les devants pour mener l'expédition. La journée de marche se passe sans encombre, mis à part un peu de pluie, et j'aime surtout le fait que les personnages, bien qu'ils soient rivaux pour certains, discutent entre eux et avec des dialogues assez marquants. Notamment Yann et Ludlow. Sortir des dinosaures de cette île est la priorité dans la longue et triste histoire des mauvaises idées. Et je vais être là pour la convaincre. Mais surtout Nick et Roland. Tu te rappelles ce type, il y a environ 20 ans, je sais plus comment il s'appelait. Il a gravi l'Everest sans oxygène et il est redescendu à moitié mort. Quelqu'un lui a demandé pourquoi vous êtes allé là-haut pour mourir. Il a dit pas du tout, j'y suis allé pour vivre. Et c'est pour moi le meilleur personnage de l'histoire. Il n'a beau être que chasseur, c'en est pas moins le personnage avec le plus de profondeur. C'est pas comme l'un des autres chasseurs qui sont subordonnés, c'est une vraie tête de connard et même quand il part pisser, il peut pas s'empêcher d'être arrogant face à plus petit que lui. Bref, le karma va le rattraper et des comptes sauces vont le trouver et le bouffer. Au bout de 15 minutes, le groupe se rend compte de sa disparition et Roland part avec une escorte. Oh, faut que je choisisse mieux mes mots. Part avec 2 personnes à sa recherche pendant que le groupe les attendra en haut de la falaise. À la tombée de la nuit, tout le monde dort paisiblement à part le professeur Chen qui s'inquiète pour son ami. Ah mais je vous jure, il s'appelle le professeur Chen. Et Yann, traumatisé par rapport à son passé. Ils aperçoivent Roland qui revient de son expédition et informent Malcolm qu'il a vu le centre à 2,5 km de leur position. Comment vous le savez? Je l'ai vu. Il explique que la descente ne sera pas facile et qu'il vaut mieux 1 heure de repos en plus au groupe pour être prêt à descendre. Yann est alors alerté par des tremblements. Effectivement, les T-Rex ont choisi ce moment pour attaquer. Ils ont été attirés par l'odeur du gilet de Sarah taché de sang du petit qu'elle a soigné la veille. C'est à ce moment que Yann décide de s'immobiliser. Alors, si vous n'avez pas vu le premier film, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il s'immobilise, parce que ce n'est pas expliqué dans le deuxième. Mais je vais vous faire une piqûre de rappel. La vue du T-Rex est basée sur le mouvement. Donc si tu ne bouges pas, il ne te verra pas. Et comme tout le monde est en train de dormir, eh bien, il ne peut y avoir aucune attaque. Sauf si... t'es un mec qui a pas vu le premier film. Hein, Carter? C'est la panique. Tous les chasseurs sont tétanisés face à ce gros monstre gigantesque. Et là, je rappelle qu'ils ont des mitraillettes, les gars, quand même. Mais non. Ah non, merci, il y a Roland qui arrive pour sauver la situation. Non mais c'est pas vrai, ils ont tous des fusils qui fonctionnent pas dans ce film. Le groupe se fait donc poursuivre par Maman Rexy et finissent par se séparer. Sarah, Nick, Kelly et le personnage secondaire se cachent dans une cascade. Bah, c'est pas sympa, attendez, je vais me retrouver son nom parce que ce sera peut-être utile pour la suite de l'aventure. Alors, il s'appelle... Oh mon Dieu! Oh non! Un serpent! Un serpent! Ok. Ah, mais par contre, Malcolm retrouve les autres, ce qui fait que notre groupe de héros est enfin réuni. Et ça, c'est beau. Du côté des chasseurs, ces bougres ont décidé de se frayer un chemin dans les hautes herbes. Non! N'allez pas dans les hautes herbes! Ah! Je vous l'avais dit que c'était le professeur Chen. Je me suis pas planté. Alors que les chasseurs se font tuer un à un par le vélociraptor, Malcolm arrive derrière avec ses amis et trace aussi vite que possible pour fuir les prédateurs. Alors que notre petit groupe de héros essaye de reprendre leur souffle, Nick part en éclaireur dans le centre pour appeler les secours. Il ne faut jamais se séparer.
Bon, même si je dis ça, au moins l'écologiste est arrivé dans le centre et arrive à joindre les secours. Mais de leur côté, les autres se font attaquer par 3 vélociraptors. Ils s'enferment dans une bâtisse et commencent à grimper pour sortir par le plafond et... Toi, regarde-moi! Badass! Comme quoi, il n'y a pas besoin de mitraillette finalement. Alors que Yann et sa fille arrivent à s'enfuir, Sarah se retrouve sur le toit et arrive à faire tomber l'un des vélociraptors sur l'autre à terre et les deux se battent. Normalement, les raptors sont considérés comme super intelligents, mais là... Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? Et c'est ainsi que nos héros arrivent à partir en hélicoptère grâce à Nick, qui avait au passage subtilisé les munitions du fusil de Roland et peuvent partir de cette île. Ah, tout est bien qui finit bien, ça finit comme le premier film, ils partent au large de cette île en hélicoptère. Vous connaissez l'effet papillon ? L'effet papillon est une métaphore qui illustre la sensibilité aux conditions initiales dans la théorie du chaos. Il suggère qu'un petit changement dans un système peut entraîner des conséquences majeures à long terme. C'est d'ailleurs l'un des sujets que maîtrise le mieux le professeur Malcolm. Eh bien, il aurait dû en parler un petit peu à Nick. Si déjà Nick n'aurait pas ramené le bébé T-Rex, ils auraient eu encore leur caravane et auraient pu se barrer vite. Et ben là, c'est pareil. Il a empêché Roland de tuer un papa T-Rex. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et ben pendant que tout le monde se barrait, Roland s'est équipé d'un fusil équipé de fléchettes tranquillisantes afin d'affronter le T-Rex mâle afin de le terrasser et montrer sa supériorité. Et Jen va pouvoir le récupérer pour l'expatrier sur le continent. Ludlow le félicite et lui propose même une place importante dans le prochain parc qui se trouve à San Diego. Mais Roland refuse et partira sur cette réplique. J'ai passé assez de temps en compagnie de la mort. Waouh! Même le chasseur a compris qu'il fallait mieux s'arrêter là. Transition, nous nous retrouvons à San Diego où Yann et Sarah tentent de rejoindre le port d'Ingen où Ludlow tient une conférence avant l'arrivée d'un navire qui transporte à son bord le T-Rex mâle, le bébé étant arrivé par hélico au centre d'Ingen. Cependant, le signal du navire montre qu'il arrive plus tôt que prévu et à une trop grande vitesse. Ils essayent donc d'alerter le commandant du vaisseau. Capitaine SS Venture, ici officier de port d'Ingen. Est-ce que vous me recevez? À vous. Alors c'est marrant parce que petite anecdote, le SS Venture c'est le même nom du navire qui a apporté King Kong à New York. Comme quoi le film est déjà en train de te dire qu'ils vont être dans la merde. Le navire s'échoue et détruit tout sur le port et les employés d'Ingen montent dans l'embarcation pour voir ce qui s'est passé et... Non, ça passe pas. Regardez, avance rapide, on fait des recherches, boum, il libère malencontreusement le T-Rex et ma question est... Comment? Parce que là, je suis désolé, on passe dans le moment du film qui est... Alors, il y en a, ça les a marqués, on va en parler après, mais c'est complètement débile. Je veux dire, regardez, il est dans la soute. Il pèse 10 mètres de haut. Comment il peut y avoir une main accrochée ici, un truc là, c'est pas possible. Il y aurait eu des petits raptors ou des petits consos. Ok. Oui, parce que, ok, dans le roman du premier film, on apprend qu'un cargo a emmené des petits dinosaures, des petits raptors qui arrivent sur le continent. Mais là, non. Je veux dire, spoiler, il y a que le T-Rex. Donc ça ne marche pas. C'est débile. Mais bon, allez, pour le kiff, parce qu'on aime bien ça, le T-Rex commence à s'enfuir et va dans les rues de San Diego. Un gros mot. Il reste que 10 minutes de film, vous allez voir, c'est complètement stupide. Le T-Rex est dans un état instable car Roland lui avait injecté 2 fléchettes tranquillisantes qui potentiellement auraient dû le mettre dans le coma et le tuer. Mais les employés d'Ingen lui ont injecté un stimulant pour pouvoir le sauver. C'est alors qu'un des employés montre un fusil à Sarah. Non, on s'en bat les couilles du fusil, on sait que ça marchera pas. Allez, transition, on passe à autre chose. On a la construction d'un plan de Sarah. L'animal a bien cherché son petit dans la caravane, il faut faire pareil à San Diego. Attirer le T-Rex au port avec son petit pour qu'il reparte avec le bateau qui l'a emmené. Ils partent donc chercher le petit dans le parc ancien, avorté, ex. d'Ingen l'embarque dans la voiture et partent à la recherche de Papa T-Rex et là c'est un concentré de LOL. Comment va-t-on trouver l'adulte? Il n'y a qu'à suivre les cris. Monsieur, je peux monter là? Non, y a plus de place. Vas-y, fais pas ta pute. Enfin bref, ils arrivent au bateau, mettent Rexy dans la soute, le méchant du film se fait bouffer, karma, et pour finir, un fusil est enfin utilisé correctement pour endormir le T-Rex. Le film se finit au petit matin avec un reportage à la TV où nous voyons le cargo revenir sur l'île et John Hammond qui explique qu'il faut mettre cette île comme réserve naturelle afin que les animaux puissent survivre et vieillir à leur guise. La vie trouvera son chemin. Alors, dire que ce film est moins bien que le premier, oui, hélas.
Nous avons de grandes différences entre le premier et le second film. Jurassic Park a misé sur l'émerveillement et la découverte avec une montée progressive de suspense, avec une intrigue captivante et structurée, tout en suivant des personnages qui se développent au fil de l'aventure. Notamment Alan Grant qui est réservé au début surtout au niveau des enfants mais qui devient protecteur, ou de John Hammond qui était un visionnaire enthousiaste et qui se rend compte que son projet est hors de contrôle. Difficile pour le monde perdu de rivaliser avec son prédécesseur. Les principales créatures exposées sont déjà connues du grand public, mis à part les stégosaures dans une scène ou les ptérosaures visuels à la fin, donc la découverte est remplacée par un ton plus sombre et brutal mettant davantage l'accent sur le chaos, avec en personnage principal Ian Malcolm qui reflète le spectateur qui sait déjà à quoi s'attendre dans ce film, souligné par son sarcasme. Mais le film n'en reste pas moins très attrayant. Le scénario reste simple mais cohérent. Exploiter l'île en faisant sortir les dinosaures est la pire idée possible, mais pour générer facilement de la rentabilité, cela reste assez cohérent pour un homme qui ne pense qu'au profit. C'est d'ailleurs pour cela que Ludlow a été créé pour contraster au personnage de John Hammond qui était trop philanthrope. Les personnages sont cependant assez creux bien que sympathiques. Le seul qui donne un réel intérêt, c'est Roland qui apporte du caractère à cette aventure. Les effets spéciaux sont toujours aussi époustouflants, l'action et les suspens restent maîtrisés gardant le spectateur à l'affût, comme la scène de la caravane ou les raptors dans les hautes herbes. Et le message de ce film ferme la boucle sur les conséquences de l'intervention humaine sur la nature. Donc le principal défaut de ce deuxième film, c'est que comparé au premier film où nous avons une aventure riche en divertissement et pleine d'émerveillement, Spielberg nous a offert dans ce deuxième opus un film plus sombre et dramatique. Cependant, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début d'intro avec le patron d'Universal? Sid Sheinberg avait demandé à Spielberg de tourner d'abord Jurassic Park avant de partir sur la liste de Schindler. Bien que ce film lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film, cette expérience l'a marqué et a influencé son approche cinématographique. Lorsqu'il est revenu à la réalisation du Monde Perdu en 1997, on sent qu'il a adopté un ton plus sombre et brutal, bien différent du premier Jurassic Park. Certaines critiques estiment que son travail sur le film de la déportation et de l'exportation des Juifs l'a poussé à explorer des thèmes plus sérieux et à rendre le Monde Perdu plus intense et moins axé sur l'émerveillement. Sid Sheinberg connaissait très bien Steven Spielberg et savait que s'il serait parti sur un film aussi historique que dramatique qu'est La liste de Schindler, cela l'aurait empêché d'être concentré au maximum pour nous offrir un succès aussi mémorable que fantastique qu'est Jurassic Park. Merci d'avoir regardé cette critique sur le Monde Perdu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous avez apprécié ce film ou si un autre Jurassic Park vous convient, comme les Jurassic World par exemple. Moi perso, j'en suis pas convaincu. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, ne sera pas en voie d'extraction. À la prochaine tout le monde, pour un autre tout compte fait. Ciao! C'est d'ailleurs le milliardaire qui a convoqué le mathématicien. Il retrouve le temps d'un Kamehameha... Kamehameha! On reprend la même équipe et on recommence. Le film sort donc en 1997 avec un budget de 73 millions de dollars, soit 10 millions de plus que le premier film. Et là, coup de théâtre. Le public n'est pas au rendez-vous. 52% de notes positives sur Rotten Tomatoes et 618 millions de dollars de recettes, soit pratiquement deux fois mieux. On repart donc avec la même équipe et on recommence. Le film sort donc en 1997 avec un budget de 73 millions de dollars, soit 10 millions de plus que le premier, et là, coup de théâtre. Le public n'est pas au rendez-vous, 52% de notes positives sur Rotten Tomatoes et 618 millions de dollars de recettes, soit pratiquement la moitié que le premier film. Est-ce que la folie des T-Rex et des Vélociraptors serait maintenant en voie d'état... Ah, j'y étais presque!